lance l'enregistrement. Bien. Donc, bonsoir à tout le monde. On se retrouve pour l'étude de la paracha de Shemot d'après les enseignements de Manitou. Euh, un livre très intéressant parce que la traduction, les traductions nous parlent du livre de l'Exode, du livre de la sortie d'Égypte. Mais la tradition juive n'a pas choisi l'Exode. Le point central n'est pas le point de l'Exode, mais le point de Shemot, le nom des Béné Israël, le nom des engendrements des tribus d'Israël qui vont former le peuple juif. Et dans ces schémas, parmi ces noms qui sont descendus en Égypte, et la Torah commence par nous donner l'énumération, Ve'ele Shemot Bnei Israël, voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et on va maintenant se focaliser sur un de ces Bnei Israël qui est Moshe. Donc Moshe est né, mais il est né dans une situation très problématique, puisqu'il y a une décision du pharaon que les jeunes garçons juifs sont jetés pour être noyés dans le fleuve. Et donc, sa mère a dû le cacher et elle le met dans un berceau, dans un canal à côté du Nil, en espérant qu'une Égyptienne sympathique le trouvera et le sauvera. Et manque de bol, apparemment, l'Égyptienne sympathique qui découvre cet enfant dans la rivière, c'est la fille du pharaon. Donc, elle risque de précipiter l'enfant dans le fleuve, puisque c'est la fille du pharaon, et la décision du pharaon, c'est de jeter tous les enfants dans le fleuve. Et elle a tout de suite compris, d'ailleurs. Le verset nous dit que la fille du pharaon voit cet enfant, et dit c'est un enfant des Hébreux. Mais au lieu de le mettre dans le fleuve, elle décide de l'adopter, et Moshe va donc grandir comme prince égyptien. D'ailleurs, un très bon film de Walt Disney, Le Prince d'Égypte, qui raconte l'histoire de Moshe, où dans le film, dans le dessin animé, Moshe est présenté comme un prince égyptien. Il est habillé comme un Égyptien. Et c'est effectivement, si on achète une Bible illustrée à Mea Sharim, alors on verra le petit Moshe qui grandit à la cour du pharaon avec une kippa sur la tête et des tzitzit. Apparemment, c'est pas comme ça que Moshe a grandi. Moshe a grandi avec, comme on voit les Égyptiens là, sur les photos, là, avec le pagne égyptien. Et c'est comme ça que ça va se passer toute sa jeunesse. Il grandit à d'abord 2 ans, c'est sa mère qui sa nourrice, mais après, il est donné à la fille du pharaon, qu'il envoie à l'école d'énarques. Donc, il a fait l'école égyptienne, l'école des énarques égyptiens. Et il est donc prince égyptien qui sort du palais pour voir un peu la situation. Et le verset nous dit la chose suivante. Et en ces jours-là, Vaïgdal Moshe, Vaïtzel Echab, Moshe a grandi, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Vayar Ish Mitzri, Make Ish Ivri Mechab, il voit un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères. Vaïfen Kovacho, Vayar Kien Ish, il regarde à gauche, à droite, personne ne le voit. Vayar Et Mitzri, Veit Nunochol, il tue l'Égyptien et il l'enterre dans le sable. Et le lendemain, il retourne sur le terrain et il voit 2 Juifs qui se bagarrent. Et alors il dit au méchant, mais pourquoi tu frappes ton prochain? Vayomer mi samchal ishsa veshofet alenu. Qui t'a nommé roi, qui t'a nommé ministre ou juge à l'organisation de Omer, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mais tout fait voir quelque chose d'incroyable. Moshe voit 2 Égyptiens qui se battent, pardon, 2 Juifs qui se battent. Et il dit au méchant, pourquoi tu frappes ton frère? Et ce Juif lui dit, mais pour qui tu te prends pour me faire des remontrances? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mais c'est moi qui tu es pour te faire des remontrances? Mais je suis le fils du Pharaon. Moshe, c'est le deuxième personnage de l'État. Comment tu oses lui demander de quel droit tu te mêles de nos affaires? Mais évidemment, ce sont 2 esclaves qui se bagarrent et le fils du roi, ben, il a toute liberté de rendre la justice ou d'intervenir comme il veut. Comment ça se fait? Comment comprendre cette réaction, d'après le Midrash d'Atan et Aviram, qui disent Mi samcha le ish sar b'shofet, qui t'a nommé chef au-dessus de nous pour te mêler de ce qui se passe? Et Manitou explique ça de la façon suivante. Au début, Moshe est un Égyptien, c'est un prince égyptien. Et donc, quand ces 2 Juifs ont vu Moshe prendre le parti d'un Hébreu face à l'Égyptien et de tuer l'Égyptien, ils ont compris qu'il est de leur côté. Ben, si tu es prince d'Égypte, tu es côté des Égyptiens, alors tu es le prince d'Égypte, tu es le vice-pharaon.
Mais si tu es de notre côté, alors tu n'es rien. Chez nous, on a d'autres, on a des chefs chez les Hébreux. On a une hiérarchie. Qui tu es pour, toi pour nous dire qui on est? Et c'est ça le grand problème, c'est que Moshe, toute sa vie, aura du mal à se faire accepter par le peuple d'Israël. Il n'a pas grandi parmi les Hébreux en captivité. Il n'a pas grandi dans l'esclavage. Il a grandi dans un pharaon. C'est un outsider. D'ailleurs, Moshe lui-même va dire à Dieu, Shlach na biat tishlach, il y a quelqu'un, envoie mon frère, envoie Aaron. Aaron, il le connaît, Aaron, il l'apprécie, Aaron, il a son prestige, il a son rôle dans le peuple d'Israël. Qui je suis moi? Vehem lo yaminu bi, ils ne me croiront pas. Et, et demande Manitou, mais à quoi ils ne me croiront pas? Dieu a promis, Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. Dieu avait annoncé qu'arrivera le moment où je vous sortirai d'Égypte. Et Moshe se présente en leur disant que le moment de la Géoula est arrivé. Alors pourquoi ils pensent que les Hébreux ne vont pas le croire et ne vont pas l'accepter? Et c'est justement pour ça, parce que Moshe comprend que lui, il arrive comme prince égyptien. Il arrive comme quelqu'un d'étranger au peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël ne sera pas capable de voir en lui l'agent de Dieu pour la défense d'Israël. Euh, Par le plus grand des hasards, ça peut peut-être nous expliquer quelque chose qui s'est produit au XXe siècle, au XIXe siècle. Vous vous rappelez qu'il y a un juif du nom de Binyamin Zeev Herzl qui arrive et qui annonce à Bâle, au peuple juif, à Bâle, j'ai créé l'État juif. Mais qui tu es, toi? Toi, tu as grandi à la yeshiva, tu sais lire Chumash Rashi, tu as appris la Gemara. Comment tu veux, toi, te présenter le roi des Juifs quand tu as une culture juive tellement, tellement, tellement faible? Bon, tu as fait ta bar mitzvah, mais est-ce que tu as remis les pieds à la choule depuis ta bar mitzvah? Et Herzl a ce grand problème de se faire accepter. Beaucoup de rabbins ne verront pas en Herzl, beaucoup de juifs rabbiniques ne verront pas en Herzl le personnage qui peut annoncer le retour, la fin de l'exil et le retour en Israël, parce que on attend un vénérable rabbin. Je rappelle un mouvement chassidique très connu qui a annoncé que son rabbin était le Mashiach que tout le monde attend. Et oui, on s'est habitué à attendre un vénérable rabbin, mais c'est marqué nulle part que le rabbin, que le Mashiach doit être un vénérable rabbin. Au contraire, la Torah nous enseigne dans les livres de Shemot, et Chachamim nous demande d'étudier chaque année la paracha de Shemot et de le relire pour comprendre que le Mashiach ne peut pas être un rabbin. Le Mashiach doit être quelqu'un qui a grandi au sein de la plus grande culture de l'époque, quelqu'un qui peut parler au roi. Alors, à l'époque, la plus grande culture, c'est l'Égypte. Donc, Moshe est un énarque qui a grandi à la cour du pharaon, donc il peut s'adresser au pharaon, il peut s'adresser au ministre du pharaon, il pourra après s'adresser à Édom, à Moab, au peuple qu'on va rencontrer sur la route vers Eretz Israël, parce qu'il sait comment parler. Il a fait ses études de politique, etc. Alors, de la même façon, Herzl va venir après qu'il ait fait ses études de droit dans la plus grande culture de l'époque, la culture allemande, et il peut, en tant que juriste allemand, commencer à aller rencontrer le Kaiser, aller rencontrer le von Plehve, le ministre du Tsar, aller rencontrer le pape. Imaginez un vénérable rabbin de Lituanie ou un rabbin chassidique qui arrive chez von Plehve, ben, je suis venu demander le retour de mon peuple en Israël, mais il va se faire jeter dans les escaliers. Mais Herzl qui arrive avec sa prestance, avec sa façon bon, il a de la prestance, ça c'est vrai, avec son élocution d'un personnage de la haute société allemand, enfin, de l'Empire austro-hongrois de l'époque, peut être le personnage qui va parler aux grandes des nations pour sortir Israël de l'exil. Et c'est en fait, je pense, Manitou est très clair que c'est cette image qu'il faut prendre. Et quand on étudie la paracha de Shemot, chaque année, c'est pour comprendre, oui, Herzl est le Moshe de notre époque. Oui, le Meshiach qu'on attend n'est pas obligé d'être un vénérable rabbin appuyé sur sa canne, ça peut être quelqu'un qui vient très droit, Herzl qui refuse de se prosterner devant le pape ou de lui baiser la main comme c'est l'habitude en disant moi je représente le peuple juif, je ne vais pas me baisser devant le pape, je représente la fierté du peuple juif face aux nations, et c'est pour ça que quelqu'un qui a grandi en esclavage en Égypte ne pouvait pas sortir les Juifs d'Égypte parce qu'il avait une mentalité d'esclave. Mais quelqu'un qui a grandi à la cour du Pharaon, qui ne se baisse pas devant le Pharaon ou devant les ministres égyptiens, lui peut sortir les Juifs de la galoute. Et en espérant que nos dirigeants aujourd'hui sauront en tirer la leçon que
on ne dirige pas le peuple d'Israël en se prosternant devant les nations, mais en donnant aux nations le point de vue d'Israël et en défendant les intérêts du peuple d'Israël. C'est comme ça qu'on représente le peuple juif et qu'on fait avancer la Géoula. Shabbat Shalom, en espérant que cet accord de capitulation va capoter avant d'être réalisé et qu'on continuera la Géoula, la victoire totale sur nos ennemis, la Géoula d'Am Israël, pas en capitulant, mais en écrasant nos ennemis. Shabbat Shalom.